le 19e siècle, c'est le siècle du règne de la moyenne. Et le siècle du règne de la moyenne, il a été défini par un de mes compatriotes que vous avez là, Adolphe Quetelet, 1787-1874, qui a repris les travaux des astronomes pour essayer de l'appliquer à l'étude des comportements humains. Comportements qui sont d'ordre physique, la taille, le poids, l'âge, mais aussi des comportements moraux. La possibilité de remplacer en quelque sorte des phénomènes qui sont d'ordre qualitatif par des mesures qui sont d'ordre quantitatif. Et il a construit une théorie qu'on appelle la théorie des moyens. Si vous avez l'occasion de lire une lettre, qui est une lettre de Quetelet, qu'il a publiée dans un recueil en 1846, qui s'appelle « Lettre à son Altesse Royale le Duc de Saxe et Cobourg-Gotha ». Nous sommes en 1846, la Belgique est indépendante depuis 16 ans, puisque l'indépendance a eu lieu en 1830. Et Quetelet avait une position très importante, il a eu comme mission de donner des leçons aux princes royaux. Il y avait Ernest, qui était un neveu du roi, qui était le roi Léopold Ier à ce moment-là, et son frère, qui était devenu le mari, qui est devenu ensuite le mari de la reine Victoria. Et il leur a donné des leçons. Et ces leçons, il en a fait un livre. Et vous avez l'ensemble des leçons qui sont écrites, présentées à n'importe quel lecteur, dans lequel il parle de la moyenne. Et je voudrais, j'ai encore le temps, je voudrais vous lire quelques extraits de cette lettre, parce qu'elle est vraiment très intéressante d'un point de vue pratique, et c'est aussi quelque chose de très vivant, pour comprendre comment la moyenne est devenue cet élément indispensable à ce moment. Vous avez là l'élément essentiel, c'est le gladiateur. Que nous dit Quetelet du gladiateur? Il dit, et je lis, « Le gladiateur est sans contredit l'un des plus beaux ouvrages de la sculpture ancienne. C'est avec raison que les artistes ont étudié ces formes nobles et dégagées, et qu'ils ont souvent mesuré les principales dimensions de la tête et du corps pour en saisir les rapports et l'harmonie. » La mesure d'une statue n'est pas une opération aussi facile qu'on le croirait au premier abord, surtout si on désire l'obtenir avec grande précision. En mesurant 10 fois de suite la circonférence de la poitrine, on n'est pas sûr de trouver deux résultats identiquement les mêmes. Il arrive presque toujours que les valeurs obtenues sont plus ou moins éloignées de celles que l'on cherche. Et je suppose même les circonstances les plus favorables, celles où on n'aurait aucune tendance à prendre des mesures trop grandes ou trop petites. Si on avait le courage de recommencer 1000 fois, on finirait par avoir une série de noms qui différeraient entre eux selon le degré de précision qu'on aurait mis à les recueillir. La moyenne de tous ces nombres se caractérise certainement très peu de la véritable valeur. De plus, en classant toutes les mesures par ordre de grandeur, on ne serait pas médiocrement étonné de voir les groupes se succéder avec la régularité la plus grande. Les mesures qui s'écartent le moins de la moyenne générale composeraient le groupe le plus considérable. Et les autres groupes seraient d'autant plus petits, qu'ils contiendraient des mesures plus en désaccord avec cette même moyenne. Si on figurait la succession des groupes par une ligne, Votre Altesse, il est en train de donner cours, Votre Altesse a deviné que derrière cette ligne serait la courbe des possibilités. C'est cette fameuse courbe des erreurs qu'il a rebaptisée, lui, la courbe des possibilités. Ce résultat, en effet, était à prévoir, en sorte que la maladresse ou le hasard, si nous aimons mieux ce mot pour couvrir notre amour-propre, procède avec une régularité qu'on ne saurait guère tenter de lui attribuer. Quetelet écrivait admirablement bien, mais en plus, il a développé une logique imparable. Après avoir pris 1000 mesures de la poitrine d'une statue, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il s'est dit, prenons 1000 mesures de la poitrine d'une personne. Et si vous prenez cette personne, qu'est-ce qui va se passer? Ben, cette personne, la différence avec la statue, c'est qu'elle respire.
et que la dimension de sa poitrine dépend s'il est en expiration ou en inspiration. Donc vous allez avoir exactement la même situation, mais à cause de cet effet inspiration-expiration, la dispersion des mesures va être plus grande. Et donc vous allez avoir une variation plus importante dans les mesures de la poitrine d'une personne que dans les mesures de la statue en question. Mais allons un peu plus loin. Prenons 1000 mesures de la poitrine des copies de statue. Vous avez 1000 copies de la statue. Ah, forcément, les copies ne sont pas identiques à la statue. Donc, quand vous allez avoir les 1000 mesures de ces 1000 copies, vous allez avoir toujours la moyenne, le centre qui est la bonne mesure que vous devez faire, mais avec une dispersion des observations plus grande que la première. Était plus grande que la seconde, il ne prend pas position. Alors, pour prendre position, on s'est dit, mettons-nous maintenant dans un cadre général. Je vais prendre des mesures de la poitrine de 1000 personnes différentes. En réalité, il en a pris 3087, puisqu'il avait le registre de toutes les mesures de poitrine des soldats de l'armée écossaise l'année précédente. À quoi on passait son temps, mais c'était comme ça. Et donc, en prenant des êtres différents, eh bien, il a pris la moyenne pour constater que les variations étaient plus grandes que toutes celles qu'il avait faites auparavant. Il a donc reconstitué ce que Vauban avait déjà fait. Il ne faut pas confondre les moyennes d'objets de même nature et d'objets de nature différente. On ne peut pas mélanger des choses qui ne sont pas de même genre, disait Vauban. Lui le fait de la même façon. Et en créant ça, il a créé une théorie de la moyenne qui a débouché sur ce qu'on appelle l'homme moyen. Et l'homme moyen a été véritablement un élément porteur de toute l'évolution de ce 19e siècle. Partout dans le monde, on a utilisé cette théorie de Kekulé pour essayer de développer un certain nombre d'opérations, un certain nombre de résultats. J'ai ici un extrait d'ouvrage d'un professeur de Harvard qui est en psychologie et qui a relevé les influences, quelques influences particulières de cette théorie de la moyenne. Florence Nightingale, que vous connaissez peut-être, adopta ses idées en matière de soins infirmiers, déclarant que le moyen incarnait la volonté de Dieu. Ça, c'est une manière spécifique de procéder. Karl Marx épousa les idées de Kekulé pour élaborer sa théorie économique du communisme, annonçant que l'homme moyen prouvait l'existence du déterminisme historique. Les mathématiques de Kekulé inspirèrent le physicien James Maxwell pour sa formulation de la théorie classique de la mécanique des gaz. Le médecin John Snow s'est appuyé sur Kekulé pour combattre le choléra à Londres, ce qui marqua le début du domaine de la santé publique. Wilhelm Wundt, père de la psychologie expérimentale, proclama que l'on pouvait affirmer sans exagérer que les moyennes statistiques permettaient d'en apprendre davantage que la psychologie, que tous les philosophes réunis, à l'exception d'Aristote. Vous imaginez quelle peut être l'influence de ce personnage dans un siècle qui était en profonde mutation. Nous arrivons au XXe siècle. Mais pour arriver à ce XXe siècle, il faut d'abord passer par une étape essentielle, qui est l'étape qui concerne la biométrie et l'eugénisme, à travers un personnage qui va jouer un rôle fondamental qui s'appelle Galton. Francis Galton, c'est un Anglais, bon chic, bon genre, faisant partie de l'aristocratie, cousin de Darwin, et donc de son évolution, et qui a introduit une modification de la démarche de Kekulé tout à fait fondamentale. Il admirait Kekulé, mais il se disait, moi ça ne m'intéresse pas tellement la moyenne. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est en dehors de la moyenne. Nous sommes 1851. 1851, la première grande exposition universelle à Londres. L'objectif, il est simple, montrer que l'Angleterre est la meilleure des nations au monde. Il faut montrer qu'on est meilleur que tout le monde.
Il va déchanter parce qu'il y a des présentations américaines qui montrent que les Anglais sont en retard. Il faut réagir, dit Galton. Sa formulation de la théorie classique de la mécanique du gaz. Le médecin John Snow s'est appuyé sur Kepler pour combattre le choléra à Londres, ce qui marqua le début du domaine de la santé publique. William Wundt, père de la psychologie expérimentale, proclama que l'on pouvait affirmer sans exagérer que les moyennes statistiques permettaient d'en apprendre davantage que la psychologie que tous les philosophes réunis, à l'exception d'Aristote. Vous imaginez quelle peut être l'influence de ce personnage dans un siècle qui était en profonde mutation. Nous arrivons au XXe siècle. Mais pour arriver à ce XXe siècle, il faut d'abord passer par une étape essentielle, qui est l'étape qui concerne la biométrie et l'eugénisme, à travers un personnage qui va jouer un rôle fondamental qui s'appelle Galton. Francis Galton, c'est un Anglais, bon chez de bon genre, faisant partie de l'aristocratie, cousin de Darwin, et donc de son évolution, et qui a introduit une modification de la démarche de Kepler tout à fait fondamentale. Il admirait Kepler, mais il se disait, moi ça ne m'intéresse pas tellement la moyenne. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est en dehors de la moyenne. Nous sommes 1851. 1851, la première grande exposition universelle à Londres. L'objectif, il est simple, hein, montrer que l'Angleterre est la meilleure des nations au monde. Il faut montrer qu'on est meilleur que tout le monde. Il va déchanter parce qu'il y a des présentations américaines qui montrent que les Anglais sont en retard. Il faut réagir, dit Galton. Et pour réagir, il faut absolument privilégier ceux qui vont permettre de revenir, de remettre l'Angleterre au premier plan. Qu'est-ce qui est embêtant quand vous regardez la population, que vous faites un test d'aptitude? Il a fait un test d'aptitude des populations. Il a interrogé des gens. Il a fait des enquêtes en utilisant des échelles de bouffe, des échelles de personnes particulièrement compétentes. Et il a constaté qu'il y avait effectivement une intelligence moyenne, puis des gens qui étaient moins intelligents, des gens qui étaient plus intelligents. Bien sûr, lui était du côté des plus intelligents. Et sa conclusion était très simple. Si effectivement l'Angleterre est un peu en retard, c'est parce qu'il y a beaucoup trop d'imbéciles et pas assez de gens éminents. Donc il faut nécessairement faire une politique audacieuse pour favoriser les éléments et pour diminuer l'importance des imbéciles. Ce sont les termes utilisés. Vous aviez les éminents qui étaient de ce côté-là. Dans les éminents, il a mis d'abord la reine d'Angleterre. Il y avait le Premier ministre et lui. Ça, c'était les trois premiers. Et puis vous avez les imbéciles. C'est comme ça qu'elle les appelle. Et au milieu, qu'est-ce que vous avez? Les médiocres. D'ailleurs, le mot médiocrité a phonétiquement une origine qui est liée à la notion de moyenne. Et il a donc développé cette volonté de favoriser les intelligents, ce qui a donné lieu à l'eugénisme. Et l'eugénisme, vous voyez, c'est une tendance qui malheureusement a eu des conséquences énormes et tragiques au siècle suivant. Les éminents, les imbéciles, ce n'est pas comme Kepler des personnes qui sont symétriques par rapport à la moyenne. La symétrie, non. C'est plus intéressant, la symétrie. Ce qui est intéressant, c'est ce qui est à droite, pas ce qui est à gauche. Il n'y a pas symétrie dans l'importance entre les deux aspects, entre les deux parties de votre chapeau de gendarme. Seuls les éminents sont intéressants. Tout l'eugénisme a donc été développé et a donné lieu à ce qui est arrivé au XXe. Eh bien, l'héritage, malheureusement, est toujours un héritage qui est basé sur ces deux considérations. Les Anglais ont appelé cet héritage le moyennisme, où nous ramenons pratiquement énormément de comportements à la situation moyenne. Quelle est la quantité de moyenne de viande que vous mangez?
Quelle est la quantité de vin que vous buvez en moyenne? Quel est le résultat moyen de cet établissement par rapport à l'établissement qui est à côté? La moyenne est au centre de tout. Mais quand on va vous poser une question, on va regarder où vous êtes par rapport à la moyenne. Vous êtes dans les bons. Vous êtes dans les bons. Donc, vous êtes dans les éminents. Les autres, on ne va pas trop s'y intéresser, ils n'ont qu'à suivre, ou bien on va le mettre dans d'autres écoles. Tout notre système du XXe siècle est basé, c'est devenu l'élément central. L'élément qui est ce qu'il faut essayer d'imiter, ce qu'il faut essayer d'appliquer partout. Si je vous propose la photo que je vous donne, ce n'est pas pour vous obliger à le faire devant vos élèves, mais vous avez une belle illustration de l'application de cette moyenne. Nous sommes en 1945. Vous avez devant vous une statue qui s'appelle Norma. C'est pas pour rien. Et c'est une statue qui a été construite par un grand gynécologue américain, qui était aussi sculpteur. On l'a appelé d'ailleurs le Rodin de l'obstétrique. Et ce personnage a construit cette Norma à partir des mesures, il y en avait une dizaine, de 15 000 patientes de son hôpital. On a tout mesuré, tout dans tous les sens. Et puis il a fait les moyennes de chaque... Et puis il a construit la femme qui était le résultat de ces calculs de moyenne. Je dois dire qu'il était très bon sculpteur, c'est très joli, mais très mauvais statisticien. Parce que si vraiment vous calculez la moyenne de 15 000 personnes avec des dimensions un peu partout, vous allez avoir quelque chose qui est loin d'être la norma, vous allez avoir le plus beau monstre du monde. Parce qu'il est impossible de trouver une personne, et ce que je suis en train de dire, ce n'est pas de la fantaisie ou l'imagination, qui possède les caractéristiques moyennes d'un ensemble d'individus. Il a fait une enquête. On a fait une enquête auprès de 3400 personnes dont le concours était va gagner des bons de 100 $, 200 $, la personne qui se rapprocherait le plus de la norma. La norma, elle est toujours d'ailleurs dans les décès des Cleveland. Et il y a une gagnante. Il y a une gagnante, c'était une petite brune qui était caissière dans un cinéma et qui a eu ses bons et qui s'approchait très fortement de la personne qui était représentée dans ces statues. Et puis il s'est dit, mais combien y a-t-il de personnes qui, dans les 3500 personnes interrogées, se plaçaient dans les 30% proches de la moyenne. Donc on a été une certaine libération. En prenant 5 critères, sur les 3400 personnes, il n'y avait que 40 femmes qui étaient toutes proches. Et en prenant 9 critères de dimension, il n'y en avait plus une seule. La femme moyenne, l'homme moyen, n'existait pas. C'est une construction purement imaginative. Mais c'est devenu une norme. Et la norme est devenue, malheureusement, un fléau de notre espèce. Il faut bien se rendre compte que si la moyenne est intéressante pour comparer des groupes d'individus,